Lorsque Georges Schulz prendra place à cette table aux côtés de 140 autres délégués. Les locaux du Quai d'Orsay étant trop exigus, il a fallu louer le palais de l'UNESCO pour accueillir la plus importante conférence internationale jamais organisée en France. Le problème, comment en assurer la sécurité? 700 policiers mobilisés, dont 400 spécialistes de la protection rapprochée du ministère de l'Intérieur, qui a également prêté ses portiques de contrôle. Dernier réglage, et c'est un Roland Dumas rassuré qui a visité cet après-midi le palais de l'UNESCO. Le ministre a tout vu, y compris cette salle où seront servis pendant 5 jours des centaines de repas aux conférenciers. Cette conférence sera en effet la première conférence internationale de cette ampleur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agira de faire progresser l'idée d'une convention universelle pour interdire l'usage, mais aussi la production de ces armes chimiques. Rappel historique, Georges Bortoli. Les gaz asphyxiants furent la terreur des combattants de la Première Guerre mondiale. De 1915 à 1918, ils firent 100 000 morts et plus d'1 million de blessés qui gardèrent les séquelles de leur brûlure jusqu'à la fin de leur vie. Aussi, dès 1925, un protocole signé à Genève et auquel ont adhéré 113 États a mis l'arme chimique hors la loi. Lacune grave, il interdit l'usage de l'arme chimique en temps de guerre, mais nullement sa fabrication ni son stockage. De là vient que l'armée soviétique est aujourd'hui, le plus officiellement du monde, des unités spécialisées dans la guerre chimique, au total 60 000 hommes disposant d'un stock de 3 à 400 000 tonnes de gaz mortel. Les États-Unis, de leur côté, n'en détiennent, si l'on ose dire, qu'une centaine de milliers de tonnes, mais d'un genre particulièrement dangereux. Dans le cadre de la coexistence des deux grands, ils font ici visiter cette usine de fabrication à une délégation soviétique. Seulement voilà, outre les deux grandes puissances qui déclarent leur stock, il y a les pays qui fabriquent des gaz, qui ne le disent pas, mais qui parfois s'en servent. D'où cette conférence de Paris, pour interdire cette fois non plus seulement l'usage des gaz, mais leur fabrication, leur stockage, tout, avec beaucoup de conditions pour en arriver là. Il faudra notamment qu'on abandonne cette idée selon laquelle, après tout, les pays pauvres ont le droit de se doter de la bombe chimique parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer la bombe nucléaire. C'est faux, parce que la bombe nucléaire, ça ne s'utilise pas, tandis que la bombe chimique, hélas, ça s'utilise. Oui, et l'une des dernières utilisations justement prouvées de ces armes chimiques l'a été pendant la guerre Iran-Irak. Par exemple, les Irakiens ont utilisé ces armes contre les Kurdes qui étaient sur leur territoire. D'où un exode massif et 80 000 Kurdes se sont réfugiés en Iran. Patricia Coste et Roger Motte se sont rendus il y a quelques jours dans un de ces camps de réfugiés. Reportage. Moins 20 degrés avant-hier soir dans les montagnes du Kurdistan. Il fait nuit noire quand nous arrivons à Sivé,
un camp de réfugiés oublié du monde. Ce qui nous est arrivé. Mais au nom de Dieu, vous devriez le savoir. Pourquoi me le demander? On a eu le droit à tous les malheurs. Ils nous ont arrosés avec des produits. Ils nous ont aveuglés, assourdis, rendus fous. Ils nous ont tués, massacrés. Ils ont exterminé nos familles, anéanti nos maisons. Voilà tout ce qui nous est arrivé. L'artillerie nous a bombardés, puis l'aviation. Ils ont tout utilisé, quoi. Au mur, les images de leur village bombardé par les Irakiens, au gaz cyanure ou hypérite comme à Al-Absha. Ce nuage jaune est la seule preuve filmée de l'emploi des gaz par les Irakiens. Ces effets, des centaines de personnes fauchées en quelques secondes. Le but, pousser les Kurdes à quitter le territoire irakien. Une partie d'entre eux, après un séjour en Turquie, sont passés en Iran, à Sivé, où nous les avons retrouvés. Nous n'avons rien pu apporter avec nous, pas même un verre de rechange pour la lampe à pétrole. Avant-hier, 2 personnes du camp sont allées chercher du riz, ils sont morts gelés sur la route. Les problèmes, quels problèmes? Chacun est plus grave que l'autre. L'endroit où nous sommes, pas la peine de vous le décrire. Des baraques sans portes, sans fenêtres, plantées en plein vent. L'imam Khomeini nous aide bien un peu, mais il a lui-même ses difficultés. Nous attendons des journées entières des camions de nourriture sans savoir quel jour ou à quelle heure ils arriveront. L'eau est polluée car il n'y a pas d'égout. Les pompes marchent mal. Et le pire, c'est le froid. Le plastique qu'on a mis aux fenêtres ne nous protège pas. Et ce sont les enfants qui souffrent le plus. Je le dis solennellement, nous sommes dans l'impossibilité d'assurer la survie de nos enfants s'il n'y a pas une aide extérieure. Il y a bien un médecin au camp de Sivé, mais il ne se déplace pas. Il faut amener les petits malades chez lui. Même pas de chaussettes dans les bottes. Le docteur vient du Bangladesh, envoyé par son gouvernement. Il ne parle pas le kurde. Il ne voudra pas nous dire combien il y a de décès par jour. Il se dit dans l'impossibilité de diagnostiquer les cas d'intoxication par gaz, des pneumonies. La conclusion est terrible, sous forme de prière. Ne nous perdez pas de vue. Agissez avec miséricorde pour que la nation kurde ne disparaisse pas. Si vous ne nous aidez pas, tous ces films seront inutiles. Les Kurdes, un peuple presque oublié de Dieu. Nous aurons l'occasion en tout cas de revenir sur cette conférence internationale sur les armes chimiques dans tous nos journaux pendant les 5 premiers jours. Le reste de l'actualité maintenant, a commencé par l'affaire Canson. Grande confrontation aujourd'hui. Face au juge, 4 des 5 inculpés dans cette affaire de captation de l'héritage de Suzanne de Canson. Le juge tente, vous le savez, d'établir la vérité, d'une part sur les causes de la mort de Madame de Canson et d'autre part d'enquêter sur le détournement de toute une série de toiles de maître. La confrontation avait lieu à Toulon. Michel Perrault. Paul Lombard en route vers la confrontation. Les participants sont si nombreux qu'il a fallu réquisitionner la bibliothèque du palais de justice de Toulon. Face à face, l'avocat et son juge. Enfin réunis les 4 principaux inculpés de l'affaire Canson. Marie-Françoise Pestel-Debord, ancienne collaboratrice de Maître Lombard, inculpée de complicité de faux et usage en écriture privée. Robert Boissonnet, avocat toulonnais et ami de Joël Penel. Son défenseur est Jean-Louis Pelletier. Boissonnet est inculpé de vol, escroquerie, faux en écriture et non-assistance à personne en danger. C'est enfin par qui tout arrive aujourd'hui, Joël Penel, qui, changeant de stratégie, se met maintenant à parler. Madame Penel. Combien d'affaires? Est-ce que vous êtes innocente? Oui. Inculpée de séquestration, vol, escroquerie et faux en écriture, c'est elle qui devait être la principale bénéficiaire du détournement de l'héritage de Suzanne de Canson. Il me semble que l'instruction, au bout de 2 heures, ne ressemble pas
aux déclarations très agressives qui ont été faites contre Maître Lombard il y a 2 jours. Mais pour Jacques Vergès, l'avocat de la partie adverse, Paul Lombard, sur la sellette, semblait plutôt mal à l'aise. Est-ce que ça correspond à ce que vous imaginiez? Ça correspond exactement à ce que j'imagine. Élément nouveau dans le dossier, Maître Lombard aurait été mis en relation avec Madame Penel, fin 83 ou début 84. Dans un premier temps, Joël Penel se serait adressé à un amateur d'art jouant le rôle d'intermédiaire. Après avoir vendu lui-même quelques-unes de ses œuvres, il lui aurait conseillé, vu l'importance de l'affaire, de s'adresser à Maître Lombard pour les autres tableaux. Or, jusqu'ici, l'avocat marseillais avait toujours affirmé n'avoir jamais rencontré Joël Penel avant début 85, date à laquelle commencèrent à s'engager les négociations autour du gentilhomme sévillan. La bourse, la première semaine de janvier s'est achevée en apothéose. En 2 semaines, près de 10% de hausse à la bourse de Paris. Ce vendredi, encore 1,3% de progression. Et c'est une grosse affaire boursière qui secoue les milieux politiques en ce moment, l'affaire Péchinet. Au moment du rachat d'une société américaine, il y a eu récemment des irrégularités. Des personnes qui étaient au courant de l'affaire auraient profité de l'occasion pour empocher de gros bénéfices. C'est ce qu'on appelle à la bourse un délit d'initié. La COB, la Commission des opérations de bourse, enquête. Ces investigations vont vers les milieux politiques proches du pouvoir. Véronique Auger. Pour l'instant, la commission des opérations de bourse écoute. Jean Gandois, le patron de Péchinet, a bien sûr été déjà entendu. Il pensait avoir mené son opération le plus discrètement possible. On découvre qu'entre les avocats, les banquiers, les ministres et leurs collaborateurs, plus de 70 personnes étaient dans le secret. Et pourtant, les premières fuites sorties des dossiers de la COB désignent toutes des personnalités proches du pouvoir. Ainsi, les enquêteurs ont d'abord reçu Max Terret, le fondateur de la FNAC, vieux militant de gauche, reconverti dans le placement financier. Il déclare que c'est seulement une lettre confidentielle sur Péchinet qui lui a mis la puce à l'oreille et qui l'a poussé à acheter 32 000 titres 3 jours avant l'annonce de l'opération. Autre personnalité entendue, Roger Patrice Pelat. Il aurait été mis dans la confidence par Max Terret, un ami de longue date. Administrateur d'Air France, M. Pelat est aussi un proche du président de la République. La COB doit entendre prochainement Alain Boublil, le directeur de cabinet du ministre des Finances, et Pierre Bérégovoy de s'étonner hier soir. Moi, je souhaite que tous les noms sortent. Il se trouve que, de par mes fonctions, je les connais un peu. Mais je constate, c'est pas à moi naturellement de les faire connaître, mais ceux qui sortent ne sont pas les seuls concernés. Je souhaite donc que l'enquête aille jusqu'à son terme et elle devrait nous révéler quelques surprises. Simple délit d'initié ou bien complot politique, toutes les hypothèses circulent à la bourse. C'est à Jean-Pierre Michaud, l'ancien juge de l'affaire du Carrefour du Développement, de trouver la réponse. La rentrée judiciaire avec les audiences solennelles à la Cour d'appel et à la Cour de cassation. François Mitterrand était présent pour la rentrée de la Cour de cassation. Il a profité de cette occasion pour souhaiter de nouveau une refonte rapide du code pénal, comme il l'avait fait à l'occasion de ses vœux de Nouvel An. Dominique Verdeillan. La Cour. Le chef de l'État ne s'était pas exprimé devant la haute juridiction depuis 82. Au centre de cette cérémonie solennelle, la réforme du code pénal. François Mitterrand a réaffirmé devant les magistrats son souhait de voir discuter au Parlement le projet du nouveau code pénal de l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter. Une réforme qui, pour le chef de l'État, s'avérerait incomplète sans la révision des règles de procédure pénale. Mais l'ensemble de ces réformes qui devront se suivre sans hiatus excessif dotera la France d'un instrument juridique digne d'une démocratie moderne, et je vous avouerai sans fard que c'est bien l'une de mes ambitions, puisque le temps m'en a été donné par le peuple français. Réviser les statuts devant l'entrée de la Cour de cassation, greffiers et autres personnels de l'administration judiciaire manifestaient leur mécontentement malgré la signature ce matin d'un protocole d'accord entre syndicats et chancellerie. Deuxième temps fort de cette journée judiciaire, la rentrée de la Cour d'appel de Paris. Magistrats ont redit au garde des Sceaux qu'ils avaient pris bonne note de ses orientations pour faire de la justice un service public. Ainsi, le procureur général Pierre Truche a demandé aux juridictions de la région parisienne de régler dans les 6 mois à venir les dossiers en souffrance depuis plus de 3 ans. La préparation des élections municipales. À gauche, on se revoit mardi prochain. À droite, le RPR et l'UDF ont rendu public tout à l'heure la liste de leurs chefs de file
pour ces élections aux mairies. Au total, pour 247 grandes villes, il y aura 215 candidatures uniques. C'est un petit peu moins bien que ce qui avait été annoncé un peu vite hier soir. Et puis il reste quelques cas très difficiles. Lyon par exemple, où un accord Francisque Collomb, Michel Noir paraît bien improbable. Enfin à Lille, le bariste Bruno Durieux a décidé de se maintenir face au candidat RPR soutenu par l'UDF. Roland Sicard. Les baristes n'aiment pas se laisser passer devant. Bruno Durieux moins que les autres, ce député du Nord, proche de Raymond Barre, qui depuis des années se prépare pour la conquête de la mairie de Lille, n'a pas apprécié d'être mis sur la touche. Les accords passés hier entre l'UDF et le RPR, il est vrai, le sacrifient. C'est le gaulliste Alex Türk qui bénéficie de l'investiture officielle. Résultat, aujourd'hui Bruno Durieux contre-attaque et accuserait presque ses amis de l'UDF de trahison. Cette décision des états-majors n'a aucune signification. Ce sont des états-majors qui comprennent l'UDF et le RPR. L'UDF a un député à Lille, le RPR n'a pas d'élu national sur l'île, et voilà que l'UDF ne soutient pas son député. On marche sur la tête. Donc vous maintenez votre candidature? Je maintiens ma candidature. Bruno Durieux, qui dans l'affaire ne s'embarque pas sans biscuit, Pierre Megnery pour le CDS leur est assuré de son soutien. Alex Türk, de son côté, joue la carte de la légitimité et analyse à sa manière l'éventualité du maintien de son adversaire. Ça signifierait que Bruno Durieux compte se maintenir jusqu'au bout et prendrait donc le risque d'apparaître comme l'allié objectif de Pierre Mauroy, car il créerait la division chez nous. Durieux contre Türk, une bagarre qui risque effectivement de faire l'affaire de Pierre Mauroy. Le maire de Lille est candidat pour le PS à sa propre succession. Il pourrait bien être l'arbitre de la primaire à droite. En Italie, une affaire de bien mauvais goût. On avait cru au retour des Brigades Rouges il y a 2 jours. Nous vous parlions d'un attentat contre le directeur adjoint de la prison de Rome. En fait, l'affaire avait été montée de toutes pièces par le directeur adjoint lui-même, parce qu'il ne se voyait pas vieillir entre les murs de la prison. Agnès Poirier. Le directeur adjoint de la prison de Rome veut être muté. Il ne supporte plus la vie en prison. Il décide de se faire enlever par les Brigades Rouges. J'ai entendu des cris, des coups de feu, raconte-t-il aux policiers et aux journalistes, et puis plus rien. Je me suis évanoui de douleur, une balle dans la jambe. C'est son garde du corps, en faisant usage de son arme, qui aurait mis en fuite les agresseurs. Ces derniers, précise-t-il, se sont réclamés des nouvelles Brigades Rouges. Mais les policiers se montrent sceptiques. La tentative d'enlèvement ne semble pas le fait de professionnels et les Brigades Rouges, les vrais, nient toute participation à cet attentat. Les policiers découvrent enfin dans sa voiture de faux tracts des nouvelles Brigades Rouges. Et c'est sur son lit d'hôpital qu'il est inculpé de simulation de délit. Egidio De Luca va devoir reprendre goût à la vie carcérale plus vite et peut-être plus longtemps que prévu. L'Union soviétique respectera la date du 15 février pour se retirer d'Afghanistan. C'est ce qu'affirme la résistance afghane. Les Moudjahidines discutent en effet en ce moment avec une délégation soviétique. En échange, les Moudjahidines se sont engagés à ne plus attaquer l'armée rouge si celle-ci se retire bien le 15 février. D'autres faits marquants de l'actualité de ce vendredi. Pascal Guigné. Prison sous haute surveillance à New Delhi, police et armée sur le pied de guerre, les autorités indiennes redoutent une explosion de violence après la pendaison ce matin des 2 Sikhs assassins d'Indira Gandhi. Mais à des centaines de kilomètres de là, Amritsar, elle, est restée ville morte. La capitale religieuse des Sikhs a pris le deuil aujourd'hui en hommage à ceux qu'elle appelle déjà ses martyrs. Enquête sur l'explosion du Boeing de la Paname, le leader de l'OLP, aujourd'hui en visite en Jordanie, affirme détenir des renseignements importants et vouloir coopérer aussi bien avec les États-Unis qu'avec les gouvernements européens pour découvrir les auteurs de l'attentat. Le 21 décembre dernier, 270 personnes avaient trouvé la mort à Lockerbie, en Écosse. 2 jours que ça dure, des dizaines et des dizaines de milliers de litres d'essence qui se déversent à quelques centaines de mètres d'un affluent du Rhône. Cela se passe près de Vallauris, dans la Drôme. Un bulldozer qui éventre par accident un oléoduc et la pollution menace. Ce soir, la brèche a enfin pu être colmatée, mais le principal risque vient maintenant des infiltrations d'essence dans le sol. Madonna et Sean Penn, on change de disque. La chanteuse et l'acteur ne vivaient plus ensemble. Ils ont officiellement décidé de divorcer. Après 3 ans et demi d'une union orageuse, même tapageuse, le mari ombrageux se faisant notamment une spécialité de boxer les paparazzi, le couple reconnaît donc son échec. Mais qu'on se rassure, le divorce se fera à l'amiable. Tout n'est peut-être pas perdu. Ouf.
En ski, reprise de la Coupe du Monde avec une descente homme à Lax en Suisse et aussi un slalom géant dames en Autriche à Schwarzenberg. Alors victoire en Suisse d'un revenant autrichien, Leonhard Stock, et en Autriche, victoire d'une Suissesse, abonnée à la victoire, c'est Vreni Schneider. Jean Mamère. Souriante et acclamée, la star des stars du moment, Vreni Schneider, est imbattable. Elle a remporté sa 7e victoire consécutive en Coupe du Monde. Reine du slalom géant et du slalom spécial, la double championne olympique pourrait bien remporter sa 8e victoire dès samedi dans le 2e slalom géant de Schwarzenberg. L'envol du revenant, l'Autrichien Leonhard Stock. 8 ans après son titre olympique de Lake Placid, il reprend contact avec la victoire et remporte la 2e descente de sa carrière. Il confirme son retour au premier plan et celui des Autrichiens qui prennent les 3 premières places. Leur compatriote Niederser, lui, ne remontera pas de sitôt sur des skis. Il ne se relèvera pas seul de cette terrible chute, victime d'une fracture du bassin et d'un arrachement des ligaments du genou. Une nouvelle mobilisation pour aider l'Arménie. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge lancent un appel pour collecter de nouveaux fonds, notamment pour la construction d'un centre pour les accidentés. Autre mobilisation en France cette fois, les comédiens et les chanteurs réunis par Charles Aznavour. Il s'agit de préparer un disque et un clip qui sera d'ailleurs tourné par Henri Verneuil. Voilà qui, espérons, donnera un petit peu de baume au cœur aux Arméniens qui aujourd'hui fêtaient Noël dans la tradition arménienne. En tout cas, vous allez le voir, les artistes rassemblés par Aznavour étaient nombreux et enthousiastes. Au tableau d'honneur cette semaine, un sexagénaire encore très vert, de plus en plus jeune même, c'est Tintin. Et oui, il y a 60 ans paraissait le premier album de Tintin, c'était Tintin au pays des Soviets, c'est paru dans le journal Le Petit 20e. Et ce soir, notre invité, c'est Tintin. Et oui, bonsoir Tintin. Alors Tintin, c'est vrai, vous avez 60 ans, pour beaucoup c'est l'âge de la retraite, mais vous n'avez pas vraiment vieilli, hein? Écoutez, 60 ans, pour quelqu'un qui s'adresse aux 7 à 77 ans, c'est encore le bel âge. Ce n'est pas moi qui ai vieilli, c'est le monde qui change. Un exemple, entre le pays des Soviets de 1929 et Gorbatchev, il y a du changement. Le Congo que j'ai connu, c'est aujourd'hui le Zaïre. Le Proche-Orient du crabe aux pinces d'or, c'était des colonies. Le Shanghai du Lotus Bleu, une concession britannique. Alors, vous savez, 60 ans. Alors c'est vrai, Tintin, beaucoup vous ont reproché d'avoir une vision du monde colonialiste, conservatrice, et puis misogyne aussi. Aujourd'hui, je peux vous révéler que je n'ai pas toujours été d'accord avec mon père Hergé là-dessus. C'était l'époque qui était comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Quant aux femmes, je ne sais pas ce qu'il trouvait, lui, à la Castafiore, 1000 milliards de 1000 sabords, comme dirait Haddock. S'il avait dessiné Betty Boop, par exemple, ça aurait peut-être été autre chose. Une histoire d'amour, par exemple, avec Betty Boop, pourquoi pas. En tout cas, Tintin, on peut dire que dans les albums que vous avez faits avec Hergé, vous avez été très visionnaire. Je vous propose de regarder avec nous ce sujet préparé par Rémi Roche. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu. 1950, Hergé fait décoller de la base de Zbrodj en Moldavie la fusée conçue par le professeur Tournesol, vol habité, objectif Lune. Ignition and lift-off.
Voyage sans histoire ou presque, à l'unissage parfait, c'est à Tintin que revient l'honneur de fouler en premier le sol lunaire. Armstrong pour la NASA ne le fera lui qu'en juillet 69. On ne peut pas dire qu'il a inventé la Lune, au même titre que Jules Verne l'avait inventé, parce qu'il s'était basé déjà sur la documentation de son temps, il s'est basé sur ce qu'on était en train de faire, sur ce qu'on était en train de dire, mais enfin beaucoup de scientifiques n'y croyaient pas à la réalité de la Lune. Et Hergé, lui, y croyait, et Tintin, donc, y a été avant Armstrong. Autres travaux publiés dans les bijoux de la Castafiore au début des années 60, les premiers balbutiements de la télécouleur. Moins réjouissant, invention de la piraterie aérienne avant 68, à bord du vol 714 pour Sydney. Enfin, Hergé n'attend pas le Paris-Dakar pour faire errer ses héros dans le désert avec ses pièges. Et en tout cas, Tintin, votre métier, c'était d'être reporter. Seulement, dites-moi, comme reporter, on vous a jamais vu écrire beaucoup d'articles quand même, ni présenter de journaux à la télévision, par exemple. Vous connaissez beaucoup de reporters qui ont été sur la Lune, qui connaissent le secret de la licorne ou qui ont été chez les Incas. J'ai même fait des scoops, comme vous dites, la seule interview du Yeti. Disons que mes articles, ce sont les albums d'Hergé et que je suis un journaliste engagé dans des aventures. Et aujourd'hui, j'irais bien chez les Martiens, par exemple, avant les autres. À ce propos, quelles sont ou quelle a été votre aventure préférée, Tintin? Je dirais sans doute le Lotus bleu et Tintin au Tibet, à cause de Chang. Vous savez, c'était un sculpteur chinois qui a bien connu Hergé et qui est toujours vivant. Parce que l'amitié, c'est le b.a.-ba de la BD. Mais dites-moi, vous n'auriez pas vu Milou à propos? Le voilà. Merci Tintin, merci beaucoup. On peut souhaiter en tout cas à Tintin et à Milou un bon séjour à Moulinsart avec le délicieux capitaine Haddock. Et puis je crois que l'on peut remercier aussi ceux qui ont réalisé cette étonnante séquence. Alors je dis leur nom, José Alec, Yon Babéanu et Durand. Puis enfin laissez-moi vous présenter la nouvelle formule du journal de Tintin, c'est Tintin Reporter. Ça s'appelle comme ça maintenant, ça paraît tous les vendredis. Alors une fois encore, bon anniversaire Tintin. Voilà, pour terminer, les pronostics du tiercé de Pierrette Brest, demain c'est à Vincennes. Les pronostics de Pierrette, 18, 8, 6, 12, 9, 17, 3 et 10. Et j'ajoute que vous pouvez retrouver dorénavant Pierrette le samedi vers 18 h, après Samedi Passion pour une émission où elle présente ses pronostics. De même, les mercredis et vendredis, veille des tiercés donc, vous pourrez la voir chaque fois présenter ses pronostics à 11h55. Retenez bien. Fin du journal, tout de suite la météo avec Laurent Cabrol. 23 h après apostrophe, ce sera Henri Sagnier pour la dernière édition. Et puis pour les journaux du week-end, vous retrouverez comme d'habitude Daniel Bilalian, Betty Duro et Philippe Gassot. À lundi.